Salam alaikum, Azul, bonsoir. S'il y avait une constante qui distingue ce régime, une seule, alors ce serait sa formidable capacité à l'étanchéité. Il a bien changé depuis 1962. Il a muté 1001 fois, tout en restant le même, viscéralement le même. Mais en la principale de ces critères qui le fondent, il n'a pas changé. Bien au contraire, il l'a sophistiqué, l'a renforcé. La pratique du secret, l'hermétisme pour tout ce qui est de sa vraie nature, de sa feuille de route. Rien ne filtre de ce qui le concerne vraiment, de ce qui le secoue, de ses plus graves dissensions, des vrais décideurs qui le constituent. C'est une bulle d'acier. Les Algériens ne savent presque rien de ce qui se passe vraiment dans le sein du sein. Ils ne savent que ce que leur servent, de ce que leur distillent des médias sous contrôle d'une façon ou d'une autre, sous contrôle de gré ou de force. Ils ne savent que ce que le régime décide lui-même de divulguer, par son habituel recours aux fuites organisées, que certains titres livrent à l'opinion comme étant du grand journalisme d'investigation. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui aussi, malgré les violences pasmes qui le secouent, une vraie guerre en son sein, ouverte, déclarée, et qui aurait dû, en toute logique, provoquer, de part et d'autre, de la part de l'un et l'autre clan, des révélations sur l'un et sur l'autre. Rien ne filtre d'autre que ce que ce régime décide de lâcher. Et, pour le moment, curieusement, les fuites organisées, ou les injonctions données au relais de livrer telle ou telle information ne viennent que d'un clan contre l'autre, du clan du pouvoir contre le clan qui le conteste, ou du moins qui semble vouloir prendre part à la prise de décision, à celle qui va désigner le successeur d'Abdelaziz Bouteflika, périmé avant l'heure. Pour le moment, des révélations et des accusations gravissimes sont lancés tous les jours contre les milieux qui semblent être entrés en dissidence. Ainsi, par exemple, l'industriel Rabarab qui a commis le crime de lèse-majesté d'avoir acquis le groupe Al-Khabar, ce qui est en soi plus qu'un acte hostile, une véritable déclaration de guerre, est accusé de tous les crimes, tous plus graves les uns que les autres. Et ceux qui l'attaquent sont tellement emplis de suffisance qu'ils ne se disent même pas que nous pourrions leur demander, simplement, pourquoi ils n'ont jamais rien dit sur ce qu'ils reprochent à cet homme d'affaires. Pourquoi ils lui ont permis eux-mêmes de se livrer à cette prédation qu'ils lui reprochent aujourd'hui. Pourquoi lui ont-ils accordé eux-mêmes tous les crédits, toutes les facilitations bancaires et administratives, voire pourquoi lui ont-ils eux-mêmes accordé ce fameux monopole national sur des produits alimentaires de première nécessité. Ils ne s'inquiètent pas, ces gens qui lancent ces accusations contre Rabarab, que nous pourrions leur rétorquer que si ces scandales s'avèrent fondés, cela voudrait juste dire que c'était tout l'appareil de l'État qui en était complice, voire même plus. Le général Toufiq, pour ce qui le concerne, a été lui aussi accusé publiquement par le patron d'une chaîne de télé lors d'une émission à grande audience, donc un PDG de chaîne proche du clan présidentiel, qui l'a accusé d'avoir été, avec d'autres cadres du DRS, d'avoir été donc derrière une tentative d'assassinat du président de la République. Et plus grave encore, si tant est qu'il y a plus grave, qu'il l'a accusé d'être la manipulation de complots terroristes avant d'être limogé de son poste de patron du DRS. Jamais une telle accusation n'avait été lancée par quiconque. Or, curieusement, pas de réaction notable à ces tirs d'artillerie lourde, ni de Rabarab, ni de Toufiq. Les deux n'ont pas réagi, pas du tout. Pourquoi? À moins que je ne sois pas à jour, ils n'ont ni porté plainte pour diffamation,
ni user à leur tour d'informations qu'ils détiennent sans l'ombre d'un doute sur leurs adversaires. C'est pourtant, à l'évidence, une lutte à mort. Au point où le patron du FLN, Ammar Saadani, un des porte-parole officieux de Saïd Bouteflika, a proféré publiquement aussi une ahurissante menace contre Issad Rabrab, le sommant de choisir entre l'argent et la politique et l'avertissant que s'il s'obstinait à forcer la porte politique, il devait se préparer à perdre son argent. Juste hallucinant. Mais des signes commencent néanmoins à devenir visibles d'un engagement de ceux qui sont attaqués, puisque des titres de presse et des personnalités de la société civile montent au créneau chaque jour un peu plus. Et ce n'est pas pour rien que l'inénarrable El Moujahid vient d'attaquer le journal Liberté, dont tout un chacun sait qu'il appartient à Rabrab, d'être un tract terroriste. Sachant qu'un tel article d'El Moujahid ne peut être publié sans avoir été dicté, peut-être mot à mot, par le plus haut sommet du régime. C'est dire que la situation se corse. C'est dire aussi que l'été sera très chaud cette année et que le Ramadan ne sera pas très serein. En attendant, pendant que la baraque craque de toutes parts, la société civile continue sa sieste comme si de rien n'était. Aujourd'hui, Algérie Focus. Attentat contre Bouteflika, intervention des Américains contre le général Tawfiq, les très graves accusations du patron des Nahar. Par Abdou Semmar. TSA. Presse, El Moujahid dérape et compare Liberté à un tract terroriste. Par Riyad Hamadi. Liberté. Rizqi Sherif, directeur général d'El Khabar à Liberté. Les actionnaires ne reviendront pas sur leurs décisions. avec nous aujourd'hui pour en parler, Saïd Chikri, directeur de rédaction du journal Liberté. Saleh Debbouz, avocat et président du bureau NTL de la LAD, la Ligue algérienne des droits de l'homme. Brahim Younsi, président de l'UDM. Alors, Saïd Chikri, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamel, merci de l'invitation et bonsoir à vos invités. Merci. Alors, Saïd Chikri, vous êtes le directeur de la rédaction de Liberté. Il semble que quelque chose de très sensible se soit rompu cette fois-ci. Peu coutumière, puisqu'El Moujahid, le très officiel, El Moujahid traite votre journal de tract terroriste. À la seule différence, écrit-il, que Liberté se trouve dans les étals des kiosques de la République. Je viens de le citer. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça ? Eh bien, je commencerai par dire que ce n'est pas la première fois qu'El Moujahid nous attaque depuis ces dernières semaines. Il a même été assez virulent d'ailleurs auparavant, ce n'est pas nouveau non plus. Il nous a traités, nous, El Khabar et El Watan, à 3 ou à 4 reprises, au moins de meute. Vous savez très bien ce que ça veut dire, être une meute. Eh oui. Mais bon, ce que je vais dire d'emblée, c'est qu'il est normal qu'El Moujahid et Liberté ne s'entendent pas, et même qu'ils ne s'entendent jamais. Et la raison est très simple. À Liberté, nous ne pratiquons pas le même journalisme que celui d'El Moujahid. Si tant est ce que fait El Moujahid peut être considéré comme du journalisme. Hein. Voilà. Et ce n'est même pas une question de ligne éditoriale. El Moujahid n'a pas de ligne éditoriale. Il a juste pour instruction d'obéir à une règle d'or depuis son existence. Obéir aux puissants du moment, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a toujours fait. Et j'imagine que c'est ce qu'il fera tant qu'il restera en vie. Mais Saïd Chikri. Sinon, pour revenir à l'édito d'aujourd'hui. Oui, je vous en prie, allez-y. Oui. Alors, pour revenir à son papier d'aujourd'hui, d'abord je constate qu'il a été signé Chérif Djalil. Pour moi, Chérif Djalil, ça n'existe pas. C'est quelqu'un qui ne veut pas dire qui il est. Je ne vous cache pas que dans le milieu de la presse, dans les milieux de la presse en Algérie, on pense tantôt qu'il s'agit du ministre de la Communication lui-même,
tant qu'il s'agit d'un journaleux attitré et bien connu pour avoir été longtemps un agent du DRS au sein de la presse. Nous, on ne sait pas donc qui est Cherif Djalil et franchement, je ne veux pas le savoir personnellement. Voilà. Al-Moudjahid a toujours été comme ça. Cherif Djalil, c'est celui qui a signé l'article, hein, je signale. L'article en question. Oui, c'est voilà. Cherif Djalil qui n'existe pas. Hein. C'est un pseudonyme obscur. Personne ne connaît ce Cherif Djalil. Voilà. Mais Saïd, pardon de vous interrompre. On parle de transparence. Hein. Saïd, pardon de vous interrompre. Tout le monde sait de toutes les façons, sans que nous prenions parti de quelque façon que ce soit, que le journal El Moujad, quand il publie un article de ce genre, ça ne peut être que tomber du plus haut du sommet de l'État. Il n'y a pas de doute. Personne n'aurait pris la responsabilité à El Moujad de publier un tel truc. Oui. Oui, si l'article n'est pas venu du sommet de l'État, alors il est au moins cautionné par le sommet de l'État. Voilà. Ça, c'est clair. Oui. Pour autant, ça ne nous fait pas peur. Ça ne nous fait pas peur. D'ailleurs, ce matin, ce sont d'autres journalistes, d'autres camarades journalistes, d'autres journaux, qui m'ont appelé les premiers pour me signaler cet article. Ce n'est que bien après que l'auteur de l'édito de Liberté, qui a été incriminé dans cet article, m'a appelé. J'ouvre une parenthèse pour dire d'ailleurs que l'auteur de notre édito, qui a été attaqué aujourd'hui, Al-Moudjahid, c'est le plus mesuré d'entre nous tous, Al-Moudjahid. C'est un rédacteur en chef, Omar Wali, que je salue d'ailleurs. C'est le plus mesuré, le plus circonspect. Il ne peut en aucun cas s'autoriser un écart par rapport aux règles du métier ou par rapport aux règles de l'éthique. Il est connu pour être comme ça. Je l'en félicite. Et ce n'est pas El-Moudjahid qui va changer quoi que ce soit. Donc ça ne nous fait pas peur que ça vienne de quelque part en haut lieu. Et vous pensez lui faire du bien en faisant son éloge vous pensez lui faire du bien en faisant son éloge publiquement? Vous risquez pas de lui porter préjudice, au contraire? Au rédacteur en chef que vous citez? À qui? Ah, celui que vous venez Notre rédacteur en chef, contrairement à l'auteur de l'article de El-Moudjahid, a signé de son nom et prénom. Oui. Voilà. Pour autant, c'est bien Liberté, toute Liberté qui assume à sa tête, moi-même, qui assume cet écrit. Parce que qu'avons-nous écrit au fait? Qu'avons-nous écrit? On a douté de l'indépendance de la justice. Pas plus que cela. Oui. On a dit, selon les juristes, il y en a à peu près 2 ou 3 dizaines de juristes qui ont été interrogés par plusieurs journaux ces dernières semaines sur cette affaire Al-Khabar. Et tous, absolument tous, je dis bien absolument tous, ont relevé quelques faits ayant émaillé toute cette affaire, à commencer par le fait que, par exemple, le ministre de la Communication n'est pas fondé pour déposer plainte. Or, sa plainte a été acceptée, a été jugée recevable. 2, tous les juristes, absolument tous, disent qu'en matière commerciale, il n'y a pas de référé. Or, le tribunal a accepté la plainte en référé. Quoi encore? Le référé, ça suppose l'urgence. Ça suppose qu'il y a urgence. Or, à 3 reprises, c'est la partie plaignante, c'est-à-dire le ministère de la Communication, qui a demandé un référé, qui a demandé à 3 reprises un report. Donc, où est le caractère d'urgence? Les juristes ont relevé toutes ces failles dans la procédure. Nous basons sur cela. Nous avons dit qu'il y a des craintes que la justice, au moment du verdict, obéisse aussi, comme elle l'a fait auparavant d'ailleurs, et tous les Algériens le savent, obéissent à des injonctions politiques. Tous les Algériens savent que notre justice n'est pas indépendante. Oui, mais Saïd Chekri,
Oui. Personnellement, j'abonde totalement dans votre sens, il n'y a aucun doute. Comme tous les Algériens, nous savons tous que la justice algérienne est aux ordres, doit sur la couture du pantalon à attendre les injonctions en contrepartie de la petite corruption qu'on permet à ces magistrats de pratiquer. Mais ça aurait été autrement plus méritoire si votre journal avait attaqué cette justice avant qu'elle ne fasse de votre propre patron, M. Rabarab, sa cible. Ça aurait été bien si Liberté avait attaqué plus souvent la justice algérienne. Nous l'avons fait sur le dossier Cheikh Ibrahim, parce que Cheikh Ibrahim, rappelons-le, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt international qui a été annulé par la suite. Le procureur qui a émis ce mandat d'arrêt a été mis à la retraite. Nous l'avons dit, nous avons dit exactement la même chose. Nous avons douté de l'indépendance de la justice. Nous l'avons fait au moment de la prise des rênes du FLN par l'actuel secrétaire général Ammar Saadani, parce que ça s'est passé exactement pareil, comme d'ailleurs en 2003, lorsqu'il fallait destituer Ali Ben Fliss. Nous l'avons fait à chaque fois qu'un procès retentissant de ce genre a été mis sur la place publique. Mais vous n'avez pas attaqué le problème systémique, le problème fondamental de la justice algérienne, sans parler des cas et d'autres généralement politiques, du fonctionnement même de cette justice qui n'a aucune indépendance généralement. Ni vous, ni les autres titres d'ailleurs, n'avaient vraiment désigné la justice comme étant le cœur même de la corruption, du moins un centre important qui protège les corrompus, qui infesté de magistrats corrompus. Là, je ne pense pas que vous ayez vraiment traité du sujet dans le fond. Si, nous l'avons traité au moins comme nous traitons l'affaire Al-Khabar. Sur l'affaire Cheikh Ibrahim, je peux citer aussi l'affaire Bouchouareb. Nous sommes le journal qui sommes restés le plus longtemps sur le sujet. Et parce que Bouchouareb s'est attaqué à Rabrab aussi. Nous étions les seuls à le faire. Pardon, nous étions les seuls à le faire. Parce que Bouchouareb s'est attaqué à Rabrab. Nous étions les seuls. Pardon. Bouchouareb s'est attaqué à Rabrab. Les seuls à poser la question. Oui. Pourquoi M. Bouchouareb décide tout seul de n'avoir de compte à rendre au chef de l'État et non pas à la justice? Et pourquoi la justice n'intervient pas? Nous étions les seuls à poser ces questions. Et la question de l'Khabar n'était même pas à l'ordre du jour à l'époque. Je reviens à vous dans un instant, Saïd Chikri, pour vous demander justement de nous éclairer sur la suite des événements pour ce qui est de l'affaire Al-Khabar. Et à présent, je reçois Saleh Dabbouz. Merci d'être avec nous. Oui, Massa Al-Khair. Massa Al-Nor. Alors, Saleh Dabbouz, d'abord, votre avis sur ce qui est en train de se passer, sur cette lutte des clans, comme la qualifient nos compatriotes. Qu'est-ce que vous en pensez d'une façon générale? Votre avis? Écoutez, nous, au niveau de la Ligue, et en tant qu'observateur et même en tant que simple citoyen, on a toujours dit que nous avons un régime qui camoufle toutes ces insuffisances par la rente pétrolière et par l'abus de pouvoir. Il instrumente la justice et les services de sécurité, mais comme nous sommes presque à l'aube enfin, on va dire peut-être que c'est le coup de starter des élections présidentielles. Pour moi, je pense que c'est une façon de se positionner par rapport aux médias pour essayer entre autres, de préparer cette échéance. Donc, il y aurait un clan au pouvoir et un autre clan qui n'est pas au pouvoir et qui veut revenir peut-être et rassembler tout ce qu'il y a comme gens rejetés de ce pouvoir et les moyens qu'ils peuvent avoir pour contrer l'autre clan qui est au pouvoir. Et donc, est-ce que vous pourriez être plus précis, Saleh Dabbouz? Qui est ce deuxième clan? Par qui il est constitué? Est-ce qu'on peut savoir qui sont ces gens?
Écoutez, l'opinion parle de Toufiq et parle de Rabarab. Aujourd'hui, Rabarab est bien là. Il a une entreprise qui lui appartient veut acheter le groupe Al-Khabar et il y a le pouvoir en place qui veut l'empêcher et cette bataille est tenue au sein du tribunal administratif et donc on est en train de voir une mascarade au sein de ce tribunal. Ça n'a rien à voir avec la loi. Ce n'est pas une affaire commerciale comme il a dit lui, hein. Ce n'est pas une affaire commerciale. Écoutez, si M. Green dit que c'est une affaire commerciale, normalement une affaire commerciale se traite devant les sections commerciales des tribunaux normaux. Nous avons des tribunaux avec des sections commerciales et quand il y a un litige de nature commerciale, c'est au niveau de ces sections que ça se traite. D'autant plus que ça n'a rien d'administratif, l'État n'est pas parti. Ce sont deux entités privées qui ont fait cette transaction et le gouvernement il est intervenu après que la transaction soit conclue, donc ça ne peut pas justifier le référé. Et pour demander l'annulation, encore une fois, ce n'est pas le référé qui peut aller en annulation d'une transaction commerciale. Salah Dabouz, pour essayer de comprendre un peu, Rabarab était déjà dans le collimateur du régime depuis quelque temps. Hein. On connaît sa prise de bec avec Bouchouer, le ministre de l'Industrie et des Mines. Ça veut dire qu'il se passait des choses, et d'autres, hein, qu'on ne nous dit pas. On ne sait pas ce qui s'est passé vraiment pour qu'ils entrent en guerre. Mais Rabarab n'a pas craint de faire monter la tension, puisqu'en faisant l'acquisition du groupe Al-Khabar, c'est une déclaration de guerre qu'il lance au régime. En plus, très vraisemblablement, d'afficher des ambitions peut-être au plus haut sommet de l'État. On ne sait pas. On a l'impression que là, il n'est ni derrière Saïd Saadi, ni derrière Ben Flis, ni derrière quelqu'un d'autre. Et là, il est attaqué de façon très violente. On porte contre lui des accusations qui auraient dû provoquer l'autosaisine de la justice. Et lui, curieusement, ne réagit pas, même pas en portant plainte pour diffamation. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça ? Nous savons, moi j'ai l'impression que on est encore à la phase de positionnement, c'est-à-dire tout permettez-moi l'expression, tout ce cirque n'est qu'en phase de positionnement, ce sont les uns et les autres sont en train de prendre position sur un terrain, pour préparer la bataille. Donc il y a des gens qui poussent d'autres à aller vers à réagir d'une certaine manière et il y a, vous en doutez pas que chacun il a ses conseillers, il a son pour préparer cette je qualifie moi parce que là c'est vraiment une sale guerre. On peut c'est-à-dire des citoyens algériens peuvent contester des actes d'une façon loyale, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine de commercial, dans n'importe quel domaine. On peut discuter de n'importe quoi, mais loyalement, mais pas avec des coups bas et on n'arrive plus à comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire tout ce qu'on sait, c'est une guerre de clans. Au détriment des intérêts du pays. Vous savez les images Salah Dabouz, je reviens à vous dans un moment. Il semble qu'il y ait un petit problème avec votre téléphone. Donc, nous recevons Brahim Younsi. Merci d'avoir accepté notre invitation, Brahim Younsi. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, votre sentiment, d'abord, sur toutes ces questions. Moi, j'hallucine. J'ai entendu le mot j'hallucine. Ces discours me rappellent une époque pas très éloignée. Je crois que, pour être sérieux, le problème qui est posé, moi je ne veux pas commenter les commentaires, mais la question fondamentale qui est posée, c'est la question de la légitimité.
nous savions quand tous ces journaux qui se valent pour moi, à mes yeux, El Moudjahid, Liberté, El Khabar, El Watan, Chourour, le Soir d'Algérie, toute cette presse-là, pour moi, est une presse du pouvoir. Oui, mais Brahim Younsi, je crois qu'on ne peut quand même pas tout mettre dans le même sac entre Liberté et El Moudjahid. À une époque, à une période donnée, à une époque donnée, toute cette presse-là a soutenu le coup d'État. Vous ne pouvez pas me dire le contraire. C'est vrai. C'est vrai, mais j'ai dit tout à l'heure dans mon édito qu'elle était sous contrôle d'une façon ou d'une autre. Sans exception. Oui. C'est-à-dire que toute cette presse, que tout ce personnel politique, ou ce que vous avez qualifié de société civile, alors que pour moi cette société civile, si elle existait, elle est périphérique au peuple. Elle n'est pas dans le peuple. Elle n'a jamais défendu le peuple. Jamais. Dans toute sa diversité. Jamais elle n'a défendu le peuple. C'est une société civile qui est périphérique. Donc, la question qui se pose, c'est cette question-là, c'est la question de la légitimité. Et nous étions quelques-uns, et je dois dire, j'en étais, de ceux qui alertaient, et alertaient précisément ces gens-là, pour leur dire que vous êtes en train de soutenir l'insoutenable. Vous êtes en train de mener l'Algérie à sa perte. Que nous allions connaître et nous connaîtrons, je ne le souhaite pas. Mais c'est les conditions objectives dans lesquelles nous nous trouvons qui me poussent à dire cela. Et beaucoup d'Algériens pensent, comme moi, je le crois, que le pire, hélas, est devant nous. Ce n'est pas un simple amusement auquel on se livre. Parce que tout ce dont vous avez parlé et dont vos invités ont parlé, c'est de la pollution. Ils sont en train de polluer le climat. Ils sont en train de nous abreuver de mensonges. Ils sont en train de faire des effets de manche pour des intérêts de pouvoir et des intérêts économiques. Il ne s'agit que de cela. Le peuple est là, observateur, écarté de la décision. Quand il a décidé, on lui a donné un coup de gourdin sur la tête. On parle d'élections présidentielles, de préparation d'élections. Y a-t-il eu jamais d'élections à part celle de 1992 ? C'est ça le problème. C'est que ceux qui sont là pour analyser la situation, pour dire la vérité aux Algériens, leur mentent en parlant d'élections et d'élections présidentielles. Quelle élection présidentielle ? De quelle élection présidentielle parle-t-on ? Elle est jouée d'avance. Nous savons, et vous avez parlé vous-même, vous avez dit vous-même, qu'on est en train de préparer un successeur. Si successeur il y avait et il y aura successeur. C'est l'état-major de l'armée et ses services qui vont le mettre dans le fauteuil présidentiel. Tout le monde sait cela. Il n'y a pas d'élection en Algérie. Il n'y en a jamais eu, comme il n'y a jamais eu de justice pour s'adresser au tribunal du commerce ou à quelque tribunal que ce soit ou à quelque... Et que pensez-vous de ces attaques contre Rabrab et contre Général Tawfiq? On ne les a pas attaqués pour rien, je suppose. Si on les a attaqués, c'est qu'ils représentent une menace pour quelqu'un. Ça, vous l'avez dit. Je vois les attaques qui arrivent. Bien sûr que ce n'est pas pour rien. C'est une lutte de pouvoir. C'est une lutte de pouvoir, et je viens de le dire, qui pourrait nous amener au pire. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que l'essentiel de l'essentiel, ce que ces gens qui s'expriment auraient dû défendre pour empêcher que le coup d'État intervienne en 1992 à la suite des massacres que l'armée et les services de sécurité ont fait en octobre 88. Le peuple algérien a payé une lourde facture pour arriver à pouvoir dire son mot, à pouvoir élire ses représentants. C'est de cela dont il s'agit. Ces luttes de pouvoir, c'est parce qu'il n'y a pas de légitimité. Ni ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ni Gaïd Salah, ni Abdelaziz Bouteflika, ni Saïd Bouteflika, et là, lui, il attaque Rabrab parce qu'il a comme dit Rabrab lui-même, un kabyle de service qui est Ali Haddad. Voilà, c'est une guerre tribale, c'est une guerre de village d'en haut et du village d'en bas, c'est une
guerre de soif, comme on disait à l'époque. C'est cela dont il s'agit. Et bien entendu, vous l'avez cité vous-même, le patron du FLN vient de lui dire, la bourse ou la vie, où tu te contentes, comme le disait d'ailleurs Ouari Boumdina à l'époque, tu veux faire de la politique. Il y a le parti unique. Tu veux faire des affaires, il y a la Banque centrale. Et beaucoup sont allés à la Banque centrale. Les fortunes ne sont pas tombées du ciel dans la poche de certains. Parce que le pouvoir leur a toujours ouvert la Banque centrale. C'est ça la réalité. Mais comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas eu de réponse proportionnelle? Parce que Rabrab a quand même été utilisé de choses très graves. De choses qu'ils n'auraient pas pu commettre si telles est qu'elles existent. Ils n'auraient pas pu les commettre sans la complicité des pouvoirs publics. Et d'un autre côté, Tawfiq a été accusé non moins que ça de terrorisme, de manipuler le terrorisme. Mais ça, cher Jamaldine, nous le disions dans les années 90. Il y a des officiers qui ont déserté. Oui, mais là, c'est un porte-parole du régime qui le dit. Oui, c'est ça la différence. Mais justement, je suis d'accord avec vous. Mais quand nous le disions, celui qui vient d'accuser Tawfiq Mdine d'être le chef du terrorisme en Algérie défendait Tawfiq. Oui, en effet. Accuser d'autres d'être les responsables de la violence et du terrorisme. Aujourd'hui, le Moudjahid qui accuse Liberté, alors que, et aussi bien Liberté que le Moudjahid, que tous les journaux recevaient des instructions, et j'ai la note ici du ministère de l'Intérieur pour leur donner des éléments de langage à tous, et ils se sont couchés devant cela. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'indépendance, il n'y a pas de presse indépendante, il faut le dire de façon claire et précise. S'attaquer à la justice, c'est s'attaquer contre les tribunaux avec des juges en cagoule, avec les procès sommaires, contre les exécutions sommaires, etc. C'est ça, défendre la justice. C'est de défendre les Algériens qui étaient victimes de ce régime, de ce pouvoir, de l'illégitimité de ce pouvoir. C'est ça. Mais Brahim Younsi, tout ce que vous nous dites est rigoureusement vrai, même si l'autre partie, la presse indépendante, j'entends la presse privée plutôt, pourrait, nous le demanderons à Saïd Chikri d'y répondre. Mais ce que nous aimerions vous entendre nous expliquer, c'est l'analyse de ce qui est en train de se passer maintenant. Ça veut dire ces attaques qui sont restées sans réponse en fin de compte. Pour faire une analyse correcte, une analyse qui puisse avoir un sens, il faut avoir les éléments pour faire l'analyse. Et ces éléments, je ne crois pas que qui que ce soit d'autre, qui ne soit du côté des uns ou des autres, de ces deux clans, aient les outils nécessaires pour faire une analyse rationnelle. Il n'y a pas de rationalité. Nous sommes dans une guerre d'intérêt, dans une guerre de type psychologique. Et c'est cela le truc. Nous ne sommes même pas dans une lutte véritablement politique, parce qu'il n'y a pas du politique. Nous sommes dans une guerre de type psychologique, faite de manipulation, faite de mensonges, faite d'effets de manche. Voilà. Mais pourquoi cette attaque en règle et les uns et les autres, les deux clans savent, et le savent pertinemment, qu'ils ont perdu une bataille. Ils ont perdu, voire même la guerre. La guerre idéologique qu'ils ont menée est perdue pour eux. Qui a perdu? Qui a perdu? Une autre guerre qui est une guerre politique et ils sont en train de la perdre. Brahim Younsi, qui a perdu? Nous n'avons pas compris. Qui a perdu la guerre? Le pouvoir, dans ces deux tendances, dans ces deux clans qui se sont battus contre la légitimité, savent aujourd'hui qu'ils ont perdu la guerre idéologique. La guerre idéologique est perdue pour eux. Ils veulent se rattraper sur la question politique et ils sont en train de perdre la bataille politique. Parce que, entre-temps, depuis ces 25 ans, depuis le coup d'État militaire du 11 janvier 92, l'entropie a joué. Il y a une dégradation du système, il y a une transformation du système à l'intérieur. Il est en train de se dégrader à tel point que les uns et les autres ont peur de perdre le pouvoir. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous dans un petit moment et nous allons revenir vers Salah Dabouz,
J'espère que la ligne est meilleure. Salah Dabouz. Oui, je suis là. Je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. Bon, alors, on était au niveau de ce que j'ai appelé, moi, une sale guerre. C'est-à-dire que des gens qui sont au pouvoir, des gens qui sont à la marge du pouvoir, soit rejetés, soit qui essayent de prendre place dans ce pouvoir, se livrent cette guerre et en instrumentant la justice. Pour le moment, c'est la justice. On ne sait pas si d'autres institutions de l'État vont être instrumentées demain. Pour moi, en tout cas, ça reste mon avis, ça concerne la succession au plus haut sommet de l'État. Ça peut être les élections présidentielles qui va présenter un candidat pour être soutenu par le régime en place. Qui des clans va présenter un candidat pour qu'il soit soutenu par le régime en place, ou alors une élection anticipée, donc qui va présenter, c'est le même schéma. Alors, maintenant, où est le peuple dans toute cette histoire? Eh bien, le peuple est tout simplement marginalisé, il ne compte plus pour les gens qui sont au pouvoir, peut-être même qu'il considère qu'il constitue pour ces gens au pouvoir une charge et un problème. Il lui pose beaucoup de problèmes. C'est un peuple qui n'arrête pas de contester le régime, n'ayant plus de solutions à lui offrir, mais des problèmes à lui créer. Donc, pour le régime, ce peuple reste un problème. Il faut toujours. Vous pensez que ce peuple conteste le régime? Je n'ai pas vu ça, moi. Non, mais le peuple ne conteste rien du tout. Le peuple, il est démissionnaire. Le peuple est en train de subir. Ah, d'accord. Moi, j'avais mal compris, alors. Salah Dabouz, les attaques contre Rabarab sont tellement graves que normalement, d'abord, lui, il porte plainte pour diffamation et qu'ensuite, la justice, de toutes les façons, doit s'autosaisir parce que c'est d'une gravité extrême. Même chose pour Tawfiq. Jamais on a assisté à une telle attaque d'une aussi grave intensité. Il est accusé non moins que de diriger des opérations de terrorisme contre l'Algérie. Et pourtant, il ne s'est rien passé. La justice ne s'est pas autosaisie et les intéressés n'ont pas porté plainte. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, premièrement, la justice, tout le monde sait que la justice n'est pas indépendante. Oui, bon, là, c'est un truisme que nous répétons tout le temps, de toutes les façons. Alors donc, moi, je suis un avocat. C'est mon travail de traiter avec la justice et je constate tous les jours que les décisions de justice ne sont pas des décisions qui obéissent à des principes de loi. C'est beaucoup plus des décisions qui obéissent à des rapports de force et des décisions qui sont très influençables. Et ça dépend le moyen d'influence. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate tous les jours. Maintenant, peut-être que M. Rabarab et M. Tawfiq, surtout pour le général Tawfiq, il doit être le mieux informé sur les mécanismes de justice et sur l'efficacité de porter plainte ou de ne pas porter plainte devant des situations pareilles. Je pense qu'à un certain niveau, les dirigeants de notre pays se font la loi eux-mêmes par la force, je ne sais pas, par changement de loi, ils sont arrivés jusqu'à tuer leur président. Donc ça n'a jamais été, aller en justice n'a jamais été un moyen pour régler un problème, si ce n'est pas instrumenter la justice pour empêcher un citoyen. Je ne parle pas de la transaction de liberté, mais là je vais parler de toutes les grèves qui ont été empêchées par le tribunal, le même tribunal administratif. Vous voulez dire la transaction d'Al-Khabar, hein, je corrige. Hein. Transaction d'Al-Khabar. Comment? La transaction d'Al-Khabar. Oui, transaction d'Al-Khabar, je ne sais pas ce que j'ai dit. La liberté. Alors, donc, oui. Ah oui, d'Al-Khabar. Alors, je parle surtout de toutes les actions au référé qui ont été menées devant le tribunal administratif pour empêcher une grève
en violation de l'article 500 du Code de procédure pénale et administrative. On n'a pas cessé de dénoncer ça, mais c'est toujours le même topo et c'est le même schéma. Alors donc, cette façon d'instrumenter la justice, ce sont les gens qui sont au plus haut sommet de l'État, qui savent très bien, parce que c'est eux qui ont l'habitude d'instrumenter la justice, qui savent très bien que leurs problèmes ne peuvent pas être traités à ce niveau-là, parce que ce n'est pas le bon endroit. Donc, c'est d'autres moyens qu'ils utilisent. Je ne sais pas, nous avons vu des licenciements, nous avons vu des affectations de fonctionnaires vers d'autres fonctions, par exemple le changement du président du Conseil constitutionnel par le ministre de l'Intérieur, chose qui est complètement illégale. Ça s'est opéré, à mon sens, dans le cadre d'un ajustement, de positionnement de personnes au sein d'un pouvoir qui, de toute façon, n'est pas là, mais alors pas du tout pour régler les problèmes des Algériens. Salah Dabbous, je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous parler un peu de cette histoire des persécutions que vous subissez au sujet des propos que vous avez tenus sur les agressions sexuelles qui ont lieu à la prison de Gherdaïa. Il reste à peu près 3 minutes de temps par invité, donc je reviens à Saïd Chekri. Je suppose que vous voulez d'abord répondre à Brahim Younsi. Tout à fait. Je vous en prie. Au début, je ne voulais pas m'attarder sur les propos de M. Younsi, qui met tous les journaux dans le même sac. Je voulais juste dire que Liberté ne peut en aucun cas être dans le même sac, ni même ressembler à un journal qui a couvert, voire applaudi toutes les forfaitures commises au nom de la révolution, du socialisme, de la liberté, ou, comme on disait à l'époque, des intérêts supérieurs de la nation, alors qu'il s'agissait en réalité d'intérêts personnels ou claniques. Je ne veux pas, en aucun cas, je ne veux pas que Liberté soit comparée à ce genre de journaux. J'ajoute un détail. Moi, je ne connais pas, je n'ai jamais vu ni entendu cette note du ministère de l'Intérieur qui serait adressée aux journaux pour nous dire un peu les éléments de langage dont il faut user. Liberté n'est pas concernée. Maintenant, si M. Younsi a cette note, elle a peut-être été destinée à d'autres journaux, je n'en sais rien, mais Liberté n'a jamais travaillé de cette façon. Voilà ce que je voulais dire. Alors, maintenant, au sujet de l'affaire Khabar, des derniers développements, vous avez un peu moins d'une minute, environ une minute, disons. Alors, non, je voulais juste attirer l'attention de vos téléspectateurs sur quelque chose qui est en train de se passer et qui, à mon sens, est grave. Et malheureusement, nous tombons tous un peu, plus ou moins, dans le piège. Je ne vois pas pourquoi on parlerait d'un clan à qui appartiendrait M. Erbrad, dès lors que, tout simplement parce qu'une filiale de Cévital a acheté des actions d'Al Khabar. Le cœur du problème, c'est celui-là. Oui, mais Saïd Chekri, on ne peut pas l'attaquer sur ce dossier. Ça deviendrait une machine de guerre politique. Bien sûr. Ça deviendrait une machine de guerre. Il est dans un clan. Pourquoi lui ne s'en est jamais caché? Il ne fait pas de politique jusqu'ici. Et il se réserve d'ailleurs le droit de le faire, parce que le droit lui permet de faire de la politique. Il l'a dit récemment dans une interview. Rien, absolument rien, ne lui interdit de faire de la politique. Et s'il voulait faire de la politique, il l'aurait déclaré. Ce n'est pas interdit. Très bien, vous avez épuisé votre temps. On veut entraîner dans une guerre des clans. La guerre des clans, elle est réelle, elle existe. Elle a toujours existé. Mais Rabrab ne s'y trouverait pas, selon vous? Rabrab ne s'y trouverait pas? Quand il n'y a pas d'échéance proche, mais quand l'argent vient à manquer, quand il y a une échéance capitale qui approche, les clans s'entre-déchirent. Et comme pour son malheur, Issa Rabrab vient d'acquérir, via une filiale de Cévital, des actions de liberté, des actions d'Al Khabar, pardon, eh bien, pourquoi ne pas l'incruster dans cette guerre des clans? Voilà. Saïd Chekri, je vous remercie. Nous reviendrons sur ce sujet, comme nous reviendrons, vous venez de m'en donner l'idée, sur cette histoire de presse
entre les uns et les autres, ce qui est notre presse. En fait, il faudra bien en parler un jour. Et je reviens donc à Brahim Younsi. Brahim Younsi, un dernier mot, vous avez environ 2 minutes. Je demande au directeur de Liberté de vous donner son email et je lui envoie l'instruction. Envoyez-le moi et moi je lui enverrai. Promis. Je vous l'enverrai. Vous me donnerez votre email. D'accord. Je vous l'envoie par Facebook. Très bien. Donc, j'ai le document. Je vous l'enverrai, vous le lui enverrez. Néanmoins, je continue à dire et à penser, et pas seulement à penser, à dire et à affirmer que Liberté était dans l'autre camp, dans le camp de ceux qui ont interrompu, ceux qui ont fait le coup d'État militaire, et ces positions sont là, on juge. Ce qui est important, c'est que le peuple se rende compte et réagisse à la mesure du danger qui guette l'Algérie. L'Algérie pourrait, et cela est très sérieux, s'engager dans un conflit militaire dont nous ne savons pas encore l'issue, jusqu'où pourrait aller cette confrontation militaire si elle avait lieu. Sur le plan interne, sur le plan économique, les Algériens ressentent de façon directe les effets négatifs de la chute du prix du baril. Les Algériens savent aussi, ressentent dans leur quotidienneté les restrictions, l'austérité auxquelles elle est soumise par conséquence, etc., etc. Quand on parle beaucoup de justice, alors qu'il n'y a pas de justice, si justice il y avait, et je ne connais pas le représentant de la Ligue algérienne des droits de l'homme, mais en tout cas la presse, et toute la presse, de Moudjahid jusqu'à Chourouk, s'il existait à ce moment-là, en passant par Liberté, n'ont pas dénoncé un déni de justice, une mascarade de justice par un tribunal administratif que l'on dénonce aujourd'hui à propos de questions qui, si elles ne sont pas mineures, elles n'auraient pas engagé l'Algérie dans l'aventure où elle se trouve aujourd'hui, à savoir la dissolution d'un grand parti politique. Merci Brahim Younsi. Merci Brahim Younsi. Donc je reviens à Saleh Dabbous. D'abord, parlez-nous de cette histoire, de ces persécutions que vous subissez en ce moment au sujet de vos déclarations sur ce qui se passe à la prison de Gherdaya. Alors il s'agit, pour être bref et pour résumer la situation, il s'agit de déclarations que j'ai faites le 20 avril dans une chaîne de télévision d'Algérie. J'ai dit que les détenus à Gherdaya d'abord c'est des détenus dans le cadre de la détention préventive et ils sont dans des conditions inhumaines. Alors ceux de Mnéa, j'en ai vu sur 14 étaient malades. Les autorités pénitentiaires, ils leur ont dit qu'on ne peut pas vous donner des soins si vous n'êtes pas gravement malade, c'est juste des calmants. Ceux de Gherdaya, il y en a qui ont subi des agressions sexuelles et donc j'ai porté ça à la connaissance de l'opinion. Depuis ce temps-là, je subis des pressions terribles. La police m'a appelé pour me dire que le procureur a ordonné que je sois auditionné. J'ai demandé à ce que la convocation me soit envoyée de façon réglementaire. Ça n'a pas été fait. J'ai lu un article de presse dans le journal Nahar comme quoi il y a l'action publique a été déclenchée contre moi. Dans cet article, il y a une diffamation qui dit que je suis derrière les émeutes de Gherdaya, je suis l'instigateur des émeutes de Gherdaya. J'ai essayé de porter plainte, ça fait une semaine que j'essaie de porter plainte au niveau du tribunal de Bermordraès pour diffamation. Je n'ai pas réussi à le faire, situation directe, c'est rien du tout. Vous faites une plainte, vous la déposez au greffe du rôle. Le procureur fixe une caution, c'est le citoyen qui actionne l'action publique. Ça n'a pas été fait parce que le procureur refuse de fixer la caution. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui même, j'étais au tribunal de Bermordraès. On m'a dit, le greffier m'a dit que le procureur n'a pas encore fixé la caution et ça reste suspendu.
Donc, un de vos amis m'a confié que vous aviez peur pour votre vie. C'est à ce point? Oui, exactement. C'est parce qu'il faut comprendre que c'est comme ça que l'arrestation de Kemeldine a commencé avec ce même scénario, ce journal qui l'accuse d'être derrière l'instigateur des émeutes de Ghordaya. La police instrumentalise ce journal pour orienter les arrestations ciblées. Ensuite, la région de Ghordaya, c'est une région qui est gérée par l'armée et la police. Et au point, je vais vous dire une chose, au point où moi je dis que même les fonctionnaires de justice, même si pour certains ils ont le grade de juge, eh ben, ils ne font que recevoir des instructions de la police pour les appliquer. J'ai fait une déclaration pour dire que la justice subissait la pression de haut. Aujourd'hui, la justice a d'ailleurs au moins, de toute façon, je dis qu'elle subit de la pression de haut, mais aussi d'en bas. Et quand je dis en bas, c'est les services de sécurité. Ils fabriquent des en moins d'une minute, Salah Debbouze, parce que nous arrivons à la fin. Rappelez-nous un peu ce qui se passe pour Belkacem Khencha, qui vient d'être condamné à 6 mois de prison, 20 000 dinars d'amende. Abdelaziz Nordine, qui est sous mandat de dépôt, pour on ne sait pas quelle raison, on ne sait même pas pourquoi il est sous mandat de dépôt depuis des mois. Et Jafar Chelli, l'ex-PDG, l'ex-président d'Al Watan TV, qui est aussi en prison. On lui aurait monté une affaire, paraît-il. Qu'est-ce que vous pensez de ces cas, de ces gens qui traînent, qui pourrissent, qui croupissent en prison, ou qui risquent d'y aller très bientôt? Alors, remarquez d'abord que tous ces gens-là, ce sont des activistes très connus. Khencha, il est connu pour avoir fait des déclarations aussi pour dénoncer des situations inhumaines dans les prisons. Je ne sais pas pour quelle raison Abdelaziz Nordine est mis en mandat de dépôt, mais si c'est pour ses activités d'activistes dans le domaine pour dénoncer les conditions précaires des chômeurs, c'est très condamnable et on va faire notre travail comme d'habitude de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme pour le soutenir, et aussi pour le journaliste d'Al Watan, le responsable du journal Al Watan. Télévision Al Watan, Al Watan TV. Oui, de la chaîne télé Al Watan. C'est sans aucun doute pour son activisme, même dans le cadre de la liberté d'expression, mais en tout cas, vous remarquez bien que ce pouvoir a du mal à voir des gens s'exprimer librement. Merci. Il y a 2 jours. Merci Salah Debbouze, obligé de vous interrompre, je suis désolé. On a vraiment dépassé le temps de l'émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Merci à mes invités. Bravo la khair, bislama.